Le face-à-face avec Angélique Souche sur NC Première. Bienvenue dans ce face-à-face, une version élargie pour une actualité politique qui concerne toutes les sensibilités. L'élection du président du Congrès, le renouvellement de son bureau jeudi prochain. Si la continuité semblait le scénario le plus probable il y a quelques semaines encore, avec la reconduction de Gaël Yano au perchoir, la parenthèse parisienne de début juin semble avoir totalement rebattu les cartes. En tout cas, côté non-indépendantiste, quel président du Congrès, pour quelle majorité et surtout, quelle dynamique politique? Ils sont 5 pour débattre ce midi dans les studios d'NC Première. Gilles Brial, élu de l'UCF, Louis Mapou, président de l'UNI, Philippe Michel, secrétaire général de Calédonie Ensemble, Sylvain Pabouty, élu de l'UCF, LNKS et nationaliste, et Virginie Ruffnac, élu du FPU, futur républicain au Congrès. Bonjour et merci à tous d'avoir accepté cette invitation ce midi. Alors l'élection du président du Congrès a lieu tous les ans. Ce n'est pas en soi un événement du calendrier politique, sauf que cette fois-ci, le 16 juillet prochain, elle intervient dans un contexte politique un petit peu différent. On parle volontiers ces derniers temps de nouveau souffle depuis le comité des signataires extraordinaires du 5 juin. Tout simplement, pourquoi les uns les autres et surtout vos formations politiques ont choisi de présenter ou pas un candidat. Gilles Brial, au nom de l'UCF, je vous pose la question en premier. Gaël Yano est pour l'instant le seul candidat à déclarer. Il a perdu pour le coup au moins 3 de ses élus dans l'Assemblée du Congrès. Pourquoi finalement persévérer à vouloir la présidence ? On n'en perd que 2 des élus au Congrès, mais c'est déjà trop. Mais parce que en fait, il a la légitimité pour le faire, c'est-à-dire qu'il vient de faire 1 an de mandat. Au bout d'1 an, il remet son mandat en jeu en disant est-ce que oui ou non je fais du bon travail, c'est-à-dire que est-ce qu'on estime que quand Gaël Yano intervient pour que l'ensemble des forces loyalistes du Congrès travaillent ensemble, ce qui fut le cas par exemple sur la modification de la loi organique, où c'est lui qui a pris son téléphone, qui a appelé Philippe Gomez, qui a appelé Pierre Frogier, qui leur a dit il faut qu'on arrive à avoir une seule voix, les loyalistes, pour être fort devant l'État, et on l'a fait 5 jours avant l'élection de Philippe Germain au gouvernement, donc c'est-à-dire au moment où on était le plus divisé. Quand il prend cette initiative-là, est-ce qu'il est un bon président du Congrès ? Quand il va à l'ONU, et qu'il intervient au nom des loyalistes et qu'il va avec Chounou Ouayar-Idri, où ça fait 27 ans qu'il n'y a pas eu de pétitionnaire loyaliste pour défendre au sein de l'ONU, qui est une instance internationale importante prévue dans l'accord de Nouméa, quand il défend la voix des loyalistes, quand Chounou Ouayar-Idri dit qu'on peut être kanak et fier d'être français en Nouvelle-Calédonie, est-ce que c'est un bon président du Congrès ? Moi, je pense que oui. Et fort de ce constat-là, de la mandature écoulée, c'est tout à fait normal de présenter sa candidature pour un deuxième mandat. Alors Virginie Ruffnac, justement, le Front pour l'Unité, on le disait, futur républicain, a décidé de présenter un candidat. On ne sait pas, en tout cas officiellement pour l'instant, son identité. Est-ce à dire que Gaël Yano a été un mauvais président du Congrès ? Ce que je dois vous dire, c'est que pour nous, lorsqu'on se présente donc en tant que candidat à la présidence du Congrès, c'est qu'on porte un projet. Bien. Le 4 juin dernier, nous nous sommes retrouvés à Paris dans le bureau de Nicolas Sarkozy et Gaël Yano y était, ainsi qu'un certain nombre de membres, effectivement, du Front pour l'Unité, du Rassemblement, toute la famille qui, finalement, se retrouve dans la famille UMP au plan national en Nouvelle-Calédonie. Et à cette occasion, on a effectivement voulu qu'il y ait, en tout cas Nicolas Sarkozy, le président des Républicains, a souhaité qu'il y ait un élan en Nouvelle-Calédonie et notamment un élan d'unité pour rassembler cette famille qui se reconnaît dans les valeurs des Républicains, aujourd'hui créés au niveau national et qui défendent pour la Nouvelle-Calédonie, vous savez, une vraie volonté de maintenir la Nouvelle-Calédonie dans la France, en trouvant les voies du dialogue, en respectant toutes les sensibilités de notre pays. Donc, à ce moment-là, nous avons proposé à Gaël Yano d'être le candidat, et Pierre Frogier personnellement l'a fait, d'être le candidat des Républicains et effectivement de donner corps à cette proposition de Nicolas Sarkozy de se retrouver, parce que vous savez, il nous a dit mais comment voulez-vous qu'on gère l'avenir de la Nouvelle-Calédonie si votre camp, celui du maintien de la Calédonie dans la France, vous êtes aussi divisé. Comment est-ce qu'on va faire en 2017 ou après, si nous revenons aux responsabilités, pour gérer des partis qui chacun ont des visions complètement différentes, et l'objectif est peut-être, pour maintenir notre Calédonie dans la France, de trouver le plus petit dénominateur commun.
À cette occasion, Galliano n'a pas répondu à cette attente. Il a estimé qu'il n'était le candidat de personne ou de tout le monde, on ne sait pas très bien. Nous, on estime que pour être candidat à cette présidence... C'est une candidature. La candidature des Républicains serait une candidature pour un projet ou contre Galliano ? Ah non, c'est une candidature pour un projet qui est celui des Républicains pour la Nouvelle-Calédonie, qui est un projet qui est un élan national qui nous est donné et qui peut avoir vraiment une seconde dimension en Nouvelle-Calédonie, dans ce que nous avons à construire, en l'occurrence notre avenir. Nous y sommes très attachés et donc il y a une logique à présenter un candidat qui dit voilà, moi mon projet c'est celui-ci, celui des Républicains, je souhaite fédérer. Votez pour moi à la tête du Congrès parce que je défends ce projet-là. Il n'y a pas de sens aujourd'hui pour nous à aller voter pour un candidat qui ne se reconnaît pas dans ces Républicains, alors même, pourtant, qu'il participait, je vous le dis, à cette réunion à Paris où il y avait un petit peu, et dont je faisais partie d'ailleurs, toutes les forces vives des Républicains. Donc voilà. Gibrial, rapidement. Alors, il y a une question à laquelle Virginie n'a pas répondu, c'est dommage. Est-ce que Galliano a été un bon candidat ? J'aurais juste voulu qu'on réponde, que les Républicains répondent à cette question. Et ensuite, on n'est pas à vendre. C'est-à-dire que on a dit qu'on était favorable à travailler avec une coordination pour le développement de l'ancienne UMP, donc le nouveau Républicain en Nouvelle-Calédonie. Mais le projet, moi, je le connais pas. C'est-à-dire qu'on nous a mis un pistolet sous la tempe. On nous a dit... On doit rallier Pierre Frogier, sinon Galliano perd la présidence du gouvernement. Mais c'est pas comme ça que ça marche, c'est-à-dire que du Congrès. C'est pas comme ça que ça marche, et on n'a pas souhaité dealer le poste de président du Congrès contre rallier le rassemblement de Pierre Frogier, sans savoir ce qu'est le projet. C'est-à-dire que moi on me parle de projet aujourd'hui, on n'en a jamais parlé. Donc on est pour une coordination avec les Républicains, on n'est pas pour un ralliement. Et ceux qui ont voulu le faire le font, ils sont libres de le faire, et nous on est libre de garder la logique des 13 000 électeurs qui se sont déplacés en mai l'année dernière pour faire confiance à l'UCF, et il faut être fidèle à ça. Virginie Ruffnac, et j'aimerais qu'on entende oui, tout à fait, bien sûr, pour laisser la parole aux autres, mais simplement pour m'inscrire en faux par rapport à ce qui vient d'être dit. Parce que vous imaginez bien que quand on crée un groupe au Congrès qui s'appelle les Républicains, il ne s'agit pas de faire non seulement du troc ou acheter qui que ce soit, mais de surcroît dire qu'on rallie le rassemblement. C'est pas ça. Les Républicains, c'est censé fédérer et unir justement une grande partie de la droite calédonienne et de ceux qui souhaitent le maintien de la Calédonie en France. Quand on a un projet politique, à un moment donné, on appartient à une famille, il faut le faire clairement, il faut éviter de toujours être un petit peu entre deux chaises. À un moment donné, vous savez, il y a des choix à faire. Alors, l'autre chaise, ce serait Calédonie Ensemble, si j'ai bien compris. Philippe Michel, Calédonie Ensemble l'a annoncé, vous ne présenterez pas de candidat. Qui choisirez-vous et surtout, selon quels critères ? Un bon président sortant ou finalement la majorité qui se dégagerait côté non-indépendantiste ou encore un autre critère, pourquoi pas ? Par rapport à ce que je viens d'entendre, moi je crois que le débat n'est pas là. La question du choix du président du Congrès, c'est pas la question du choix du représentant des Républicains en Nouvelle-Calédonie. C'est d'abord la question de la représentation de la majorité politique du Congrès et des électeurs de la Nouvelle-Calédonie dans la première assemblée délibérante du pays. Ce qu'on sait, c'est que la majorité des élus du Congrès représentant la majorité des électeurs en Nouvelle-Calédonie est non indépendantiste. Donc la première question qu'il faut se poser, c'est que doit-on faire pour assurer une représentation politique à la présidence du Congrès qui soit fidèle à la composition de l'Assemblée et de l'électorat du pays. Et donc pour Calédonie Ensemble, on l'a déjà déclaré, le choix est très simple. En tant que premier parti politique de Nouvelle-Calédonie, nous devons tout faire pour que le Congrès à majorité non indépendantiste soit présidé par un élu non indépendantiste. Parce qu'à défaut, nos électeurs ne le comprendraient pas. Donc ça, c'est le premier sujet. Mais vous avez justement le plus de voix non indépendantistes, donc finalement, vous allez être le faiseur de roi. Oui, peut-être. Mais encore une fois, moi, j'essaie d'expliquer en fonction de quoi, en fonction de quelles considérations politiques nous nous positionnons dans cette affaire. Donc je le répète, la première considération, le premier impératif, c'est de faire en sorte que quel que soit notre choix, la présidence de la première assemblée du pays soit fidèle à la représentation politique de cette première assemblée du pays, autrement dit, soit exercée par un non-indépendantiste. Ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet majeur pour nous, et je crois pour tous les Calédoniens, c'est la question de l'avenir politique et institutionnel du pays. Nous sommes dans une période ô combien cruciale par rapport à cette question-là.
Nous sommes appelés fin 2018 au plus tard à prendre une décision majeure pour l'avenir du pays. Et la question par rapport à ça est de savoir quelles initiatives nous prenons pour organiser cette sortie de l'accord de Nouméa dans les meilleures conditions possibles. Celles qui soient susceptibles de préserver la paix, le développement, qui sont indispensables pour envisager un avenir serein. Vous avez souligné, et vous avez raison de le souligner, qu'il s'est passé quelque chose au dernier comité des signataires. Ce dernier comité des signataires a été qualifié par à peu près tout le monde d'historique parce qu'il a produit des avancées majeures sur la question la plus délicate et la plus difficile qui soit par rapport à l'échéance de 2018, c'est-à-dire celle des corps électoraux, référendaires et provinciaux. Et effectivement, nous avons enregistré lors de ce dernier comité des signataires des avancées majeures grâce à la cohésion politique retrouvée dans chaque sensibilité, si je puis dire. Et donc, l'analyse qu'on fait, nous, Calédoniens ensemble, de cette situation, c'est qu'il faut absolument la prolonger. Et elle se prolonge en soutenant finalement les Républicains ou en soutenant Gallienne ? Elle se prolonge en soutenant le candidat le plus représentatif dans la famille non indépendantiste. Nous, Calédoniens ensemble, nous exerçons déjà la présidence de la province sud et du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Et même si nous sommes le premier parti politique du pays, nous n'avons pas vocation à truster ou à diriger toutes les institutions du pays. Par ailleurs, si on souhaite que tout le monde s'asseye à la table des discussions sur la sortie de l'accord de Nouméa chez les non-indépendantistes comme chez les indépendantistes, il faut créer les conditions, participer à créer les conditions de ce dialogue politique. Le dernier comité des signataires a produit une avancée majeure sur le sujet, je le disais, il faut prolonger cette avancée. Comment ? Effectivement, en faisant un geste d'ouverture à la présidence du Congrès, en soutenant un autre non-indépendantiste à la présidence du Congrès pour créer les conditions du dialogue politique sur les sujets qui nous intéressent et qui seront majeurs pour l'avenir et dont nous aurons à discuter avec les indépendantistes et les non-indépendantistes et l'État. Je rappelle que depuis plusieurs mois, nous avons des discussions sur ce sujet dans le prolongement des décisions du comité des signataires, mais que ces discussions étaient jusqu'à présent boycottées par un certain nombre de partis politiques. Très clairement, tout le monde peut comprendre qu'on n'avancera pas sur la sortie de l'accord de Nouméa si tout ou partie des interlocuteurs représentant le peuple calédonien ne sont pas autour de la table. Donc nous, notre projet politique, c'est de ramener tout le monde à la table des discussions pour avoir un dialogue fructueux sur la sortie de l'accord et être capable de reproduire ce qui s'est passé au dernier comité des signataires sur la question du corps électoral, mais sur les autres questions qui se posent. Alors, il y aura au moins un candidat indépendantiste. Sylvain Pabouty, je rappelle que vous représentez aujourd'hui le groupe UCF-LNKS et nationaliste. Vous allez présenter un candidat qui est finalement avec quel message et j'allais dire jusqu'où voulez-vous rassembler côté indépendantiste ? Déjà, pour l'instant, je suis un peu désolé de ne pas vous dire. Ne pas dire que ce serait par exemple Franck Wamitan. Quel sera le candidat, puisque je crois que contrairement chez nos collègues anti-indépendantistes, où ils ont déjà des candidats déclarés médiatiquement ou officiellement, chez nous encore, chez les indépendantistes, ça se discute. Parce que, évidemment, il faut peser les choses comme il faut. Et on a encore quelques temps avant mercredi, date du dépôt des listes. Soyons clairs, Sylvain Pabouty, est-ce que pour vous, l'objectif, je rappelle quand même que vous êtes, vous, dans la sensibilité indépendantiste, le groupe majoritaire. Est-ce que votre volonté, c'est d'affirmer une particularité ou au contraire, finalement, d'être le plus large possible ? Bon, peut-être pas une particularité, peut-être plusieurs. La première, c'est déjà de faire respecter un nouveau état d'esprit, donc respecter donc l'esprit et la lettre de l'accord de Nouméa. On arrive vers la sortie de l'accord de Nouméa et on a cette volonté effectivement donc de faire en sorte que tout se passe dans de bonnes conditions. Donc on a une échéance qui arrive dans 3 ans, c'est la consultation donc de 2018 et effectivement il est très important que à partir donc de la première institution de la Nouvelle-Calédonie, donc tout se passe bien, etc., que ce soit au niveau du gouvernement, ici au niveau des provinces, etc. La deuxième chose, c'est que, on a
je dirais, un objectif de faire en sorte que ce pays, de plus en plus, donc vers son émancipation, donc nous devons utiliser effectivement un certain nombre de leviers institutionnels pour faire en sorte que ce pays donc puisse, quelle que soit l'issue des référendums successives qui risquent d'y arriver, donc de faire en sorte que ce pays donc puisse vivre d'une manière décente, faire en sorte que les gens de ce pays puissent vivre dans des bonnes conditions. Je crois qu'il y a les aspects institutionnels, etc., mais il y a aussi les aspects, je dirais, quotidiens de la vie des populations de ce pays. Alors justement, c'est une présidence pour quoi faire, on y reviendra. Louis Mapou, est-ce que l'UNI que vous représentez aujourd'hui jouera le jeu finalement de l'union indépendantiste? Nous, on a une analyse très simple en 2014 lorsqu'on a évoqué ce sujet. Nous avons considéré que la sortie des provinciales, les conditions d'élection de nos différentes équipes, que ce soit dans les provinces ou au gouvernement, ne nous permettait pas d'avoir une candidature unique à ce moment-là. Et vous vous rappelez que nous avions présenté 2 candidats. Mais les 2 chefs d'un groupe que nous sommes, moi et Rocco Amitan, qui sont par ailleurs les membres de la même liste, puisque nous travaillons ensemble en province sud, nous nous étions engagés auprès de ceux qui s'offusquaient de cette division que nous avons affichée à ce moment-là, à travailler dans la mesure du possible pour que les choses s'améliorent entre nous. Donc, l'analyse que je donne de façon très succincte aujourd'hui, c'est que il y a eu énormément d'avancées entre nous dans le traitement d'un certain nombre de questions de fond. Bien sûr, l'un des 2 groupes a des questions qui doivent continuer à éclaircir, notamment il y a un débat chez nos collègues de l'Union calédonienne qui doit se poursuivre, mais on considère que les choses vont dans le bon sens. Et le constat que j'indique aujourd'hui au nom du groupe uni, c'est que les éléments d'amélioration que nous enregistrons sont de nature à nous permettre de pouvoir discuter de façon positivement de cette élection. Et donc, je suis en discussion avec mon collègue chef d'un groupe depuis hier. Nous sommes en concertation avec nos élus. Je rappelle qu'en province des îles, nous travaillons ensemble. En province sud, nous sommes sur la même liste. On travaille ensemble avec nos collègues qui sont là. Il restait en province nord, mais les choses aussi se sont nettement, j'ai envie de dire, distendues. Donc voilà la situation dans laquelle on est. Je rappelle que nos collègues étaient unis au moment où on était en 2014. Aujourd'hui, on enregistre que c'est plutôt le jeu du va-et-vient de l'union et de la désunion. Donc voilà. Donc moi, je n'ai pas d'appréhension particulière sur la qualité de l'amélioration des relations et qui pourrait nous permettre donc d'envisager d'ici mercredi, comme dit Sylvain Pambouti, donc des choses dans le bon sens. Une candidature unique. Ce qui nous donnerait, si je vous entends, donc 2 candidatures non indépendantistes, une candidature indépendantiste. Je rappelle que le scrutin se fait à 3 tours. Majorité absolue pour les 2 premiers, majorité relative pour le dernier. Je vous pose la question très directement à Gilles Brial et à Virginie Ruffnac. Lequel de vos candidats se retirera, voire se couchera pour que le président reste à majorité non indépendantiste? Alors se coucher, c'est peut-être un terme un peu fort dit comme ça donne pas trop envie. C'est nous, en tout cas, c'est dans l'ADN quand on a créé le MPC en 2013.
et Philippe Michel est témoin, on a été voir Calédonie Ensemble pour le renouvellement 2013 du Congrès, et on a été voir les responsables du Rassemblement en leur disant « Vous ne pouvez pas vous faire la guerre au point de laisser dans la dernière année avant 2014 un indépendantiste est à la tête du Congrès. » Ils ne nous ont pas écoutés, Roch Ouamitan a été élu. Nous, c'est dans notre ADN de lutter contre ça. Alors, Sylvain, on n'est pas anti-indépendantiste. Comme tu le disais tout à l'heure, on est contre l'indépendance, ce qui est sensiblement pas la même chose. Mais on prendra nos responsabilités à l'UCF, et ce qu'il en reste. On fera tout pour que ce ne soit pas un indépendantiste et que ce soit bien quelqu'un qui représente la majorité loyaliste, c'est-à-dire la majorité des électeurs calédoniens. La candidature de Galliano est donc c'est un barreau d'honneur ? Non, c'est une question de principe, mais personne n'a répondu à la question. Est-ce que oui ou non c'est un bon candidat? C'est-à-dire que Philippe Michel parlait pour Calédonie Ensemble de la légitimité. Est-ce qu'elle se défend sur le fait de la capacité à extraire de groupe d'à côté le maximum d'élus pour avoir plus de voix, ou est-ce que la légitimité elle est par rapport à la qualité du travail qu'on produit? Moi, je suis plus attaché à la qualité de l'action des élus qu'à l'affichage. Donc voilà, Galliano se présentera, il recueillera les voix de ceux qui croient en sa candidature, de ceux qui sont pour un travail efficace des forces loyalistes en Nouvelle-Calédonie, et après, quoi qu'il arrive, on prendra nos responsabilités au 3e tour pour faire en sorte que ce soit bien un loyaliste qui préside le Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Virginie Ruffnac, j'imagine que dans ces conditions, le candidat des Républicains se maintiendra jusqu'au bout. Écoutez, vous savez, il y a un jeu démocratique. C'est-à-dire que quand vous avez des candidats, c'est celui en général qui totalise le plus de voix qui reste, et en général celui qui en totalise moins en général se désiste. Donc nous verrons bien quelles sera effectivement les voix qui se porteront sur chacun des candidats. Et ce que disait Philippe Michel précédemment est vrai, c'est-à-dire que on doit aussi au niveau de ces candidatures respecter la représentativité à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie. Le Rassemblement, le Front pour l'Unité est arrivé en 2e position, il n'est représenté dans aucune institution aujourd'hui puisque Calédonie Ensemble est à la province sud et puis au gouvernement. Donc il y a une justification aussi à ce que les électeurs qui se sont portés sur nos candidats pour des valeurs que nous défendons, et notamment le maintien de la Calédonie dans la France, se retrouvent quelque part. Alors moi, vous me permettez, si vous me le permettez, je voudrais revenir sur un tout petit point que vous avez évoqué tout à l'heure, et du fait du débat, on revient un peu avec retard, et excusez-moi. Vous avez parlé du souffle du comité des signataires, et puis Philippe Michel a évoqué le fait que depuis plusieurs mois, et c'est une vérité, nous n'avons pas assisté aux discussions sur l'avenir, etc., et que ce comité des signataires... Alors j'allais vous demander, allons-y, est-ce que, enfin, entre guillemets, jusqu'où finalement, et la question, on va l'élargir à tout le monde, jusqu'où va ce nouveau souffle? Est-ce que c'est juste, là, cette recomposition au sein de l'enceinte du Congrès, ou est-ce qu'elle va plus loin? Elle va aller sur la politique concrète, et notamment économique, fiscalité, etc., qui s'attend, qui va arriver justement sur le bureau du Congrès, et est-ce qu'elle va jusqu'à ce travail avec l'État sur l'avenir institutionnel? Alors, pour répondre à votre question, depuis des mois avant ce comité des signataires, nous avons assisté à un État, un gouvernement socialiste qui était totalement sourd à l'ensemble de nos demandes. Pierre Frugier a écrit un grand nombre de lettres. Nous avons sollicité un comité des signataires sur la problématique du corps électoral, des corps électoraux, depuis février 2014. Ces lettres sont restées sans réponse. 2015, partons du 5 juin. Oui, non, mais quelle est aujourd'hui la position? Il faut savoir d'où nous venons. La position des Républicains. Et donc, il a fallu faire descendre des gens dans la rue le 24 avril dernier, en présence du président de l'Assemblée nationale, Claude Barthelone, pour qu'enfin l'État nous entende et organise un comité des signataires. C'est donc un nouveau positionnement de l'État qui a enfin décidé de jouer son rôle de partenaire de l'accord de Nouméa, d'écouter et de ne pas être sourd à la majorité de notre territoire qui veut le maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France. Du fait de ce nouveau contexte, nous sommes, donc, dans une nouvelle logique et dans un nouveau fonctionnement. Donc vous irez aux ateliers, notamment. Du fait de l'attitude de l'État, du fait que la majorité non indépendantiste n'était pas entendue par le gouvernement socialiste, ce comité des signataires, en la présence du Premier ministre, qui a été déterminante, cette présence, a effectivement été un nouveau souffle parce qu'il a assumer ses responsabilités et fait en sorte que nous aboutissions à un dialogue sur ce litige électoral qui prend en otage la population. La politique de la chaise vide, c'est donc terminé. Donc, a priori, si l'État maintient, et nous y serons très vigilants, la position qu'il a eue au comité des signataires, c'est-à-dire qu'il joue son rôle, non pas, vous savez, d'un arbitre équidistant, parce qu'un arbitre équidistant, quand vous avez deux camps contraires, ça consiste à regarder les deux parties se donner des coups de tampon. Et pour nous, le rôle de l'État en Nouvelle-Calédonie, ça n'est pas celui-là. Donc, pour finir,
effectivement, c'est la raison qui faisait que nous n'assistions pas aux réunions sur l'avenir institutionnel, parce que nous refaisions cette attitude de l'État. Aujourd'hui, nous sommes dans une autre démarche et donc effectivement, nous reviendrons autour de la table. Philippe Michel, je reviens sur cette élection du président du Congrès. Malgré tout, c'est une personnalité. Est-ce que vous avez posé des conditions quant à la personne qui, au sein des Républicains et vraisemblablement du Rassemblement, pourrait occuper cette fonction? Non, mais c'est pas une question de personne. Hein. C'est une question de positionnement politique et c'est une question de projet politique. Donc, qu'est-ce qui nous importe, nous? Ce qui nous importe, c'est que la présidence du Congrès soit exercée comme elle doit l'être, dans un cadre institutionnel qui permette un fonctionnement normal des institutions, qui ne soit pas instrumentalisé politiquement pour lutter contre une autre institution ou une autre majorité. Voilà les conditions que nous posons en quelque sorte. Ensuite, on s'inscrit effectivement, je le redis parce que c'est capital, c'est essentiel, dans la perspective dont Virginie Ruffnac vient de parler. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que de la même manière que tous les Calédoniens pouvaient être très légitimement très inquiets de notre capacité ou de notre incapacité à régler la question du corps électoral, parce que cette question était quand même centrale. Hein. À quoi servirait-il de faire un référendum ou des élections provinciales si si certains partis politiques étaient susceptibles de contester le résultat sorti des urnes dès lors qu'il y avait des contestations sur le corps électoral? Comment pourrait-on prétendre consulter les Calédoniens sur leur avenir si on n'était pas capable de se mettre d'accord sur qui peut participer à cette consultation? C'était quand même une question majeure. Cette question, nous l'avons réglée, enfin je l'espère, lors du dernier comité des signataires et au travers du vote des assemblées qui est en cours sur la modification de la loi organique. Mais pour autant, il y a beaucoup d'autres questions. Est-ce que Calédonie Ensemble attend, par exemple, qu'il y ait un retour, un rebond, notamment du côté du gouvernement, de ce qu'on va appeler ce pacte de non-agression entre Calédonie Ensemble et les futurs Républicains? Ce qu'on attend d'abord, c'est que tout le monde revienne à la table des discussions politiques sur l'avenir. Voilà. Parce que il est un secret pour personne que Calédonie Ensemble défend l'idée qu'il faut éclairer le référendum, éclairer le jour d'après, autrement dit avoir des discussions politiques les uns avec les autres sur ce que, au-delà de la réponse du référendum que tout le monde peut pressentir à l'avance, sur le schéma institutionnel sur lequel on serait susceptible de se mettre d'accord les uns avec les autres une fois que la consultation référendaire aura été posée. Il est un secret pour personne que Pierre Frogier et les Républicains défendent l'idée d'un troisième accord. Autrement dit, sont effectivement favorables à l'ouverture de discussions maintenant, sans attendre le résultat de la consultation, pour essayer d'anticiper les conditions dans lesquelles nous pourrions trouver avec nos partenaires indépendantistes et l'État un modus vivendi politique et institutionnel au lendemain du référendum qui permette de garantir la paix. Et enfin, il est un secret pour personne que le MPC ou l'UCF de Gaël Yano sont un peu moins sur cette ligne-là, puisque eux préconisent, nous disent, il ne faut pas avoir peur du référendum, certes, et ne sont pas nécessairement, en tout cas moins que nous, engagés, défendent moins l'idée qu'il faut impérativement ouvrir des discussions politiques entre indépendantistes et non-indépendantistes. Donc voilà. Nous, notre slogan de campagne, c'est de dire qu'il faut avancer. On veut que l'année 2015 soit une année utile. On a dit qu'il fallait d'abord négocier entre loyalistes, c'est-à-dire qu'entre les trois formations de loyalistes, que chacun mette sur la table son projet de société, voir ce qui était capable de nous unir et de discuter avec les indépendantistes. Ça, on est tous d'accord pour ça. Ce qui nous diffère dans notre position, si vous me permettez de finir, ce qui nous diffère dans notre position, c'est qu'on dit que si on voit qu'au bout d'un an, au bout de 2 ans, quand on discute avec les indépendantistes, on n'arrive pas à avoir d'avancée, il faut arrêter de faire peur aux Calédoniens avec le référendum. Si on peut trouver une solution avant, tout le monde est pour une solution. Il n'y a personne en Nouvelle-Calédonie, à part un ou deux excités, qui va vous dire qu'il n'est pas favorable à une solution. Ce qu'on dit, c'est qu'il ne faut pas
prolonger l'incertitude. Et que si on n'est pas capable en 2016 de discuter avec les indépendantistes, et que si on a d'un côté les indépendantistes qui nous disent nous c'est qu'un acquis 2017-2018, il n'y a rien à négocier, et que nous en face on dit c'est bleu, blanc, rouge, il n'y a rien à négocier, ben, vaut mieux avancer le référendum si on n'est pas capable d'avancer sur les discussions. C'est ça qu'on me dit, réduire l'incertitude, parce qu'il y a malgré tout en Nouvelle-Calédonie des difficultés économiques, et il ne faut pas qu'à la crise politique puisse s'ajouter une crise sociale, parce que là on aura beaucoup plus de mal à préparer l'après-accord de Nouméa. Louis Mapou, j'aimerais savoir, en tant que représentant indépendantiste qui avait souvent montré votre agacement face, je vais me permettre, aux chamailleries du camp d'en face, qu'est-ce que vous pensez de la situation aujourd'hui, de ce que vous entendez? Est-ce que vous êtes rassuré? Moi, ce que je voudrais déjà dire, c'est que nous, on souhaite que, et au gouvernement et au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, on fasse en sorte que ces deux institutions jouent bien leur rôle. Hein, ça, c'est... Qu'est-ce que vous attendez? Vous le rappelez très souvent, il y a des réformes qui doivent arriver. Je parlais de fiscalité. Je dis à mes collègues responsables des partis de droite que je considère que souvent, il y a beaucoup de faux fuyants. Je prends l'exemple du corps électoral. Pendant qu'ils manifestaient, nous faisions le débat. Voilà, nous avions fait le débat au Congrès. À aucun moment, et c'est moi qui ai pris la parole au nom des deux groupes, nous n'avons dit que nous n'étions pas prêts à examiner les propositions dans le cadre des discussions qui se poursuivraient dans le cadre de l'examen de cette loi. Nous avons assumé notre responsabilité. Jusqu'à moi, je voulais le dire ici avec force, il n'y a aucun sujet qui regarde l'accord de Nouméa sur lequel vous trouverez un positionnement des indépendantistes qui aurait été farouchement bloquant. Aucun sujet. Ça je voudrais qu'on me l'explique. Depuis l'accord de Nouméa, nous avons convenu que nous n'avions pas, effectivement, approfondi toutes les questions que pouvait soulever un dispositif institutionnel comme celui-là, en plus novateur et progressif. Et c'est ça l'esprit. Et la lettre servant de base, nous devions continuer à travailler ensemble. Donc ça, c'est le positionnement que nous avons tenu et que nous avons toujours continué à tenir et qui m'amène aujourd'hui à dire à mes collègues, nous attendons que cette discussion se poursuive. En dehors du positionnement qu'on peut vouloir de l'État, etc. Moi, ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, les divisions viennent d'un positionnement par rapport à la création du mouvement républicain. Mais nous avons dit depuis 1988 qu'il faut qu'on se sorte d'un débat métropolitain. Donc ce que je dis aujourd'hui, c'est que nous sommes prêts à en discuter. Nous n'avons jamais fermé la porte. Sur aucun sujet. Par contre, nous avons toujours considéré que notre responsabilité, c'est d'être présent sur chaque sujet et de l'amener le plus loin possible autour d'un principe très simple, c'est que le résultat, il est le fruit de ce qu'on a discuté. Le comité de signataires, il n'a pas fait autre chose. Sur cette question de l'avenir institutionnel, jusqu'où, selon vous, le Congrès doit s'approprier le débat dans les 12 prochains mois, très clairement? Est-ce qu'il faut mettre sur la table des 54 élus l'article 27? Sylvain Pabouty. Je pense qu'il faut le faire. Je crois qu'il faut assumer des responsabilités. Je crois que les élus qui effectivement sont amenés à proposer aux Calédoniens, à côté des partis politiques, des solutions pour l'avenir. Je crois qu'il n'y a pas de sujet tabou. Il faut les assumer. Et par rapport aux deux approches tout à l'heure, moi je dirais qu'il n'y a pas de contradiction entre l'approche où il faut d'abord trouver une solution consensuelle et puis après on met de côté les réformes structurelles, ou bien d'abord les réformes structurelles et puis après on discute de l'avenir institutionnel. Je crois qu'il faut le mener de front
Après, il y a une histoire de timing après, mais je crois qu'il faut le faire tout ça en même temps. C'est pas contradictoire. Et moi, je pense qu'il y a des sujets d'importance qui sont là, qu'il faut vraiment les aborder. Quand je parlais de réformes structurelles, effectivement, il y a la réforme globale de la fiscalité. C'est très important pour que les gens dans ce pays puissent maintenir leurs acquis sociaux, puissent effectivement investir un peu plus. Et donc, on a besoin effectivement de cette réforme globale de la fiscalité. Il y a d'autres sujets comme la citoyenneté, comme les signes identitaires que pour l'instant, on n'a pas pu les aborder, on a abordé d'une manière partielle, etc., etc. Et puis, effectivement, il y a les sujets des transferts de l'article 27, des compétences de l'article 27, qui sont importants puisque ça permettrait effectivement de les travailler, mais ça permet de mettre les choses sur table d'une manière transparente et de se rendre compte que c'est pas si difficile que ça. Je crois que ce pays a démontré jusqu'à présent qu'elle a la capacité d'assumer un certain nombre de compétences. Je crois que il faut en débattre. Voilà, il y a pas de... Virginie Ruffnac, quelle sera très concrètement et droit au but car il nous reste quelques minutes, l'attitude du groupe Les Républicains quand vont arriver encore une fois à l'examen du Congrès des réformes telles que la fiscalité ou telles que par exemple la défiscalisation. On sait que notamment la TGC, la TVA calédonienne, ne fait pas forcément l'unanimité sur la forme entre vous. Est-ce que là, je rappelle que c'est Sonia Backès qui devrait présider votre groupe, il y aura eu, une opposition plus constructive que ce que l'on a pu voir face au projet du gouvernement germain jusque-là? Vous savez, on va faire comme on le fait à chaque fois, c'est-à-dire examiner de manière très rigoureuse ce qui nous est proposé, travailler à faire en sorte que ce qui est proposé nous convienne aussi, rentrer dans des discussions, et puis après nous prendrons notre décision. Concernant l'article 27 dont vous parliez précédemment, vous savez, nous on a toujours eu une logique, le rassemblement, qui était simple vis-à-vis des transferts de compétences, et encore plus celui-ci qui n'est qu'optionnel, puisque autant certains transferts étaient vraiment prévus et il fallait effectivement procéder à ces transferts, même si on conservait certaines prérogatives, la Nouvelle-Calédonie, et l'État conservait certaines prérogatives et nous en prenions certaines. Là, sur l'article 27, donc la communication audiovisuelle, l'enseignement supérieur et puis l'administration des collectivités, provinces, communes, c'est un transfert optionnel. Donc notre logique là-dessus est de dire quel est l'intérêt pour la Nouvelle-Calédonie et pour les Calédoniens à ce que ces compétences soient transférées. Aujourd'hui, pour être très simple, nous voulons faire le travail et examiner vraiment ces transferts, voir le périmètre, etc. Mais nous sommes très sceptiques quant à l'intérêt du transfert de l'enseignement supérieur, par exemple, d'autant plus qu'on sait qu'il y aura de grandes difficultés parce qu'enseignement supérieur et recherche ne sont pas dissociables. Or, la recherche n'est pas transférable. Donc c'est un transfert qu'on remet un peu en cause aujourd'hui. On se pose la question de la faisabilité de ce transfert. Donc on examine, même si sur le fond vous êtes contre. Je termine quand même, mais sur par exemple les collectivités, si jamais nous transférions la partie sur les règles d'administration des collectivités, les communes reviendraient à la Nouvelle-Calédonie et le gel du corps électoral qu'on connaît aujourd'hui s'appliquerait aux élections municipales. Donc vous imaginez bien qu'on trouve déjà extrêmement restrictif le corps électoral aujourd'hui. Donc vous imaginez bien qu'on n'est pas pour l'instant favorable à ça. Et pour le dernier, la communication audiovisuelle, c'est un coût colossal, il faut bien le percevoir. Quel est l'intérêt pour l'Académie? Peut-être qu'il y en a un, et dans chacun des transferts, d'ailleurs, il faut bien regarder si nous avons un intérêt. Mais pour l'instant, pour ne rien vous cacher, nous y sommes assez défavorables. Philippe Michel, est-ce que Calédonie Ensemble attend, une relation différente, notamment au sein du Congrès, sur la politique économique que le gouvernement va présenter dans l'année qui arrive? Je l'ai dit tout à l'heure, le gouvernement prépare les réformes et le Congrès les vote. Donc le rôle des institutions, il est très clair. Il y a un exécutif qui a à disposition les services, l'administration, les expertises et qui est capable de préparer des projets de texte, alors naturellement selon des orientations ou des objectifs qu'il appartient à chacun de juger, mais c'est ensuite au Congrès que le débat se fait. Donc ce qu'on attend de nous, comme l'a dit Louis Mapou tout à l'heure, c'est le retour à un fonctionnement normal des institutions dans lequel une institution ne serve pas
de tribune politique ou d'instrument politique contre une autre institution. Il n'y a pas de dysfonctionnement aujourd'hui régal. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Mais nous avons vu par le passé, par contre, à certains moments, avoir une présidence du Congrès qui était un outil de ralentissement, de paralysie ou un obstacle délibéré donc aux réformes que le gouvernement entendait mener. Et une guerre de tranchées sur des mises en attente de textes proposés par le gouvernement parce que les options politiques des uns et des autres n'étaient pas. Donc ce que j'attends par rapport à ces épisodes-là, que j'ai encore bien en tête, c'est qu'effectivement on revienne, on l'a dit, à un fonctionnement normal des institutions permettant d'ouvrir le débat à la fois sur les réformes économiques, fiscales ou autres dont le pays a absolument besoin, et on voit à quel point, quand on voit la situation des comptes de la Calédonie par exemple, c'est nécessaire. Et en même temps sur les questions politiques dont on vient de parler, comme celle de l'article 27, parce que ce qui me frappe dans cette affaire de l'article 27, moi, c'est que tout le monde va plus vite que la musique. Avant qu'on se prononce et qu'on ait un débat sur l'article 27 et l'intérêt de transférer ou pas telle ou telle des 3 compétences prévues à l'article 27, il faudrait d'abord savoir de quoi on parle. Il faudrait savoir quel est le périmètre juridique, quel est le périmètre financier, quelles sont les difficultés techniques que pose chacun de ces transferts et puis leur intérêt politique naturellement. Et le comité des signataires, je le rappelle, a acté à l'unanimité la nécessité de constituer des groupes de travail pour définir précisément ces périmètres pour permettre au Congrès d'exercer ce débat. Puis ensuite, faut pas avoir peur du débat. Hein. Le Congrès examinera et les uns et les autres se prononceront favorablement ou pas sur ces transferts. Alors, nous aussi, on a une position a priori, hein, comme tout un chacun sur ces sujets, mais bon, je vais pas en parler ici. Voilà, ce qu'il faut, je crois, Sylvain Pabouty disait, ou Louis Mapou disait tout à l'heure, nous, on n'a jamais refusé de parler de quelque sujet que ce soit en ce qui concerne l'accord de Nouméa. Bah oui, l'article 27, il fait partie de l'accord de Nouméa. Donc effectivement, il ne faut pas empêcher ce débat. Il faut savoir de quoi on parle. Voilà, donc c'est, par rapport à votre question sur le fonctionnement du Congrès, c'est ça qu'on attend donc de cette nouvelle année et de cette nouvelle présidence au Congrès, c'est que les choses s'exercent le plus concrètement et de la manière la plus transparente possible. Louis Mapou, vous souhaitiez réagir? Moi, je voudrais dire que certaines choses très, très simplement. La première chose, c'est que si c'est un président indépendantiste, c'est pas antidémocratique. Hein, je voudrais quand même nous sommes dans un jeu. Vous faites rire voilà. vos co-débatteurs. Parce que quand je les entends, quelquefois, j'ai l'impression que les mots dépassent un peu leur pensée, mais bon, c'est comme ça. La deuxième chose, c'est que depuis 1988, et surtout depuis 1999, nous avons surmonté des obstacles extraordinaires, je veux dire, par rapport à nos appréhensions de départ. Donc, il faut avancer, comme on vient de l'indiquer, sur les différents sujets. Et il ne faut pas croire que les indépendantistes de leur côté, sur ces sujets-là, sont prêts à faire preuve d'irresponsabilité dans les choix qui devront être faits. Nous sommes aussi autant responsables que les uns et les autres de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, de ceux que vivent les gens de chez nous. Donc, nous rappelons les débats qui ont lieu sur le transfert de la partie secondaire de l'enseignement. On l'a quand même surmonté. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que personne ne trouve à redire, même si, effectivement, il y a du travail à faire. Donc, il faut les aborder. Et puis, vous savez, souvent, le transfert d'une responsabilité, quand la responsabilité est assumée par quelqu'un d'autre, on a plutôt tendance à considérer il se débrouille et puis on ne fait pas attention aux coûts, aux charges, aux difficultés qui sont souvent celles qui accompagnent ces responsabilités, parce que c'est l'autre. Donc je crois que c'est aussi faire preuve de responsabilité. Mais la responsabilité va jusqu'à effectivement bien déterminer sur quoi on s'entend pour y aller. Sur un autre aspect que j'ai indiqué tout à l'heure, je l'ai dit plusieurs fois en congrès aux différents responsables politiques. Très rapidement, s'il vous plaît. Ouais, les textes, il y a trop de textes qui arrivent directement au congrès en ce moment, parce qu'il y a la crise. Donc, il faut qu'on revienne à une démarche classique beaucoup plus raisonnée. Qui est c'est le gouvernement qui présente les textes, même si c'est pas interdit par la loi.
de le présenter. Mais ça rend un petit peu plus difficile hein, la discussion. Le débat maintenant, moi je considère que je suis un nouvel élu depuis... mais les débats sont très intéressants au Congrès. Et pour ce qui concerne l'article 27, c'est pratiquement les seules compétences à transférer hein, qui sont obligées de passer par le canal du Congrès. Puisque c'est le Congrès qui devra donner son avis si on les transfère ou pas. Donc saisissons-le. Il y a, comme les autres textes qu'on a examinés pour le corps électoral, mettons tout ça dans les tuyaux et puis on en discute et on verra qu'est-ce qu'il en sort. Donc c'est ça que je voulais simplement dire. Et c'est fondamental. Gilles Brial, ce sera le mot de la fin. Le Congrès, il doit servir à la discussion de préparation de l'après-accord de Nouméa. C'est-à-dire que les Calédoniens, ils ont besoin de comprendre qu'au-delà du théâtre politique qui est fait de temps en temps dans la presse, qu'on est capable de se parler et qu'on est capable de parler d'avenir. Et c'est au Congrès que ça doit se faire, pour pas que les Calédoniens aient l'impression que ça se prépare dans les coulisses d'un couloir parisien, mais que ce soit bien fait en concertation et en toute transparence. Et c'est au Congrès que doit avoir lieu ce débat. Merci à tous d'avoir participé à ce débat sur NC Première. Je rappelle que l'élection du Congrès aura lieu le 16 juillet, jeudi à 9h. Une élection que vous pourrez suivre en direct sur NC Première Radio. Merci de votre participation, merci de votre attention, chers auditeurs. Je vous rappelle que ce magazine sera rediffusé dimanche à 17h, également disponible sur notre site internet www.ncpremière.nc. Bon après-midi à tous, restez sur la première, c'est de la musique.